pour ma part, Rugby IA, donc un sujet qui va mêler le rugby et l'intelligence artificielle. Et l'objectif de ce projet, c'était de voir s'il était possible de détecter automatiquement des événements lors d'un match de rugby. Donc, on va d'abord commencer par une présentation autour du contexte et des objectifs d'un tel projet. On parlera ensuite de la donnée utilisée, de la méthodologie suivie, et on fera un focus sur la partie modélisation. Et enfin, on regardera une petite démonstration de l'outil qu'on a développé en utilisant nos méthodes, et on discutera des résultats et des limites d'une telle approche. Donc pour le contexte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, une analyse vidéo se fait manuellement, dans la plupart des cas. Pour une analyse à notre niveau, donc on va dire, c'est-à-dire une analyse collective, on compte à peu près 1 heure pour analyser un match. Et en se basant sur les ligues principales en Europe, on aurait à peu près 32 matchs à analyser par week-end, ce qui fait 32 heures d'analyse vidéo, ce qui est assez conséquent. Et donc, du coup, ça fait naître un besoin qui serait d'accélérer l'analyse des vidéos de matchs de rugby, mais sans rogner sur la qualité de cette analyse vidéo. Parce qu'on peut se dire que la machine sera moins performante que l'œil humain pour détecter certaines phases. L'objectif, c'est vraiment de réussir à allier les deux, vitesse et qualité. Donc la problématique, c'est ce qui a été évoqué, c'est que c'est chronophage et que c'est coûteux. Et en plus, actuellement, on parle de 32 matchs, donc 32 heures. Mais si on étend notre analyse à plus de divisions et donc plus de matchs, ben, en fait, ça va augmenter exponentiellement. Et du coup, ça va être très compliqué, ou alors il va falloir engager beaucoup de personnes et donc beaucoup de coûts pour pouvoir faire ces analyses vidéo. Donc la solution, ça va être de développer une solution d'intelligence artificielle qui va supporter l'analyse des matchs de rugby, et ce, de façon automatique, rapide et fiable. Et donc, on a un énorme gain de temps et un gain financier, et de plus, l'analyse vidéo qui sera faite par un humain sera valorisée beaucoup plus, puisqu'elle va se concentrer sur des phases beaucoup plus précises. Donc maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe au niveau des données, de la méthodologie et donc de la modélisation choisie. Pour les données, on s'est basé sur des vidéos de matchs de rugby de l'équipe de l'Avenir Castanet Rugby, qui est un club dans la banlieue toulousaine. On a utilisé 9 matchs, donc ce qui correspond à 12 heures de vidéo. Les matchs étaient filmés d'un point de vue latéral fixe, à peu près au milieu du terrain, avec juste une utilisation du zoom. Et pour vous donner une idée de la qualité de la vidéo, on était sur 25 images par seconde, ce qui représente sur les 12 heures de vidéo approximativement 1 million d'images. Donc ces images, elles ont été labellisées manuellement. Et donc, à partir de ces images-là, on a pu entraîner un modèle. Pour la labellisation, nous avons choisi de labelliser 7 classes. Les touches, les mêlées, les essais, les transformations, les pénalités, les phases de possession et tout le reste qu'on a considéré dans autres. On ne fait pas de différenciation actuellement sur l'équipe pour qui est la touche ou pour qui est la mêlée, pour des raisons de simplicité et de rapidité. Sur la méthodologie qu'on a choisie. D'abord, il y a eu une grosse phase de préparation des données. C'est notamment là qu'est rentrée la partie labellisation, mais il y a eu aussi d'autres aspects qui ont été faits, notamment pour essayer de réduire un petit peu la quantité d'images, parce qu'en fait, 1 million d'images, c'est énorme, et on n'avait pas forcément le matériel nécessaire pour traiter ce volume de données. Donc il y a eu tout ça, aussi une question de normalisation pour s'assurer que, en fait, toutes les images étaient sur les mêmes standards, de façon à ce qu'il n'y ait pas de biais qui soient apportés par de telles choses, et donc que notre modèle n'ait pas de soucis particuliers, etc. Ensuite, on a eu la partie modélisation, que je vais développer juste après. Et enfin, on a eu une partie post-traitement. Pourquoi cette partie post-traitement? L'idée, c'est pas de venir rajouter une couche et éliminer ce qu'a prédit le modèle. L'idée, c'est de venir lisser en fait les prédictions du modèle et les petites erreurs qui pourraient apparaître, qui en fait sont juste une erreur qui peuvent exister. Mais vu que là, on parle de vidéo de match et donc quelque chose sur lequel on aurait un contexte, on est dans la capacité, voilà, de lisser un petit peu les résultats du modèle et sans venir en fait écraser ce qui a été prédit avec des règles métiers, mais juste voilà, venir vraiment lisser et apporter une homogénéité dans les prédictions. Donc sur la partie modélisation,
Donc dans un premier temps, on est parti sur une modélisation assez simple. Donc on a une image, l'image qu'on souhaite prédire, donc c'est l'image target ici sur ce schéma. En fait, cette image, elle va être passée dans un encodeur. Donc c'est un petit peu ce qu'expliquait Baptiste sur Digital Costing, c'est-à-dire que on prend une image, et en fait, à travers cette transformation, à la fin, ce qu'on a, c'est un vecteur, parce qu'en fait, un vecteur, bah, c'est utilisable pour un modèle, alors qu'une image en elle-même, c'est pas forcément utilisable. Donc ensuite, ce vecteur, il passe dans ce qu'on appelle une tête de classification. Et en fait, c'est cette tête de classification qui va donner l'information. Est-ce que c'est une touche? Est-ce que c'est une pénalité? Est-ce que c'est un essai? Est-ce que c'est autre chose? En fait, il va donner un poids pour chaque catégorie, pour chaque classe. Et ça va être la classe celle avec le poids le plus important qui sera sélectionnée. Donc ça, c'est la première approche qu'on a choisie. Mais une fois qu'on a eu les résultats sur cette approche, on s'est dit, mais on a des vidéos de matchs de rugby, et là, ce qu'on regarde, c'est uniquement une image fixe à un moment donné. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour pouvoir utiliser en fait un peu plus de contexte et l'intérêt d'avoir une vidéo, et donc pouvoir utiliser ce qui se passe avant et ce qui se passe après? Donc, effectivement, c'est ce qu'on a réfléchi et on va montrer comment on a fait ça. Donc en fait, à la base, on avait la vidéo, elle était découpée en images pour pouvoir les traiter. Et donc ça, c'était la première phase. Et donc la deuxième phase, on a regroupé ces images pour créer un contexte. Donc là, on va montrer en détail comment un contexte est créé. Donc, pour une image donnée, donc celle-ci, donc en fait, la flèche, elle donne l'information du sens de la vidéo. Donc il faut imaginer, c'est chaque frame d'une vidéo, et on prend une image donnée à un moment donné. On va choisir un nombre d'images qu'on souhaite avoir dans le contexte. Donc ici, on a choisi d'avoir 3 images pour le contexte. Problème, on se dit ici, 3 images consécutives, en fait, ça va être des informations qui sont très rapprochées. Du coup, est-ce que vraiment l'information apportée par le contexte, elle est pertinente? On se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des techniques pour en fait un petit peu agrandir ce contexte sans avoir à choisir un trop grand nombre d'images? Effectivement, il existe des approches qui s'appellent ici la dilatation, où en fait on va choisir de sauter un nombre d'images entre, entre chaque image choisie pour le contexte. Ici, on a choisi une dilatation de 1, ça veut dire qu'une image sur deux est sautée, et donc en fait, pour un contexte de 3 images, on va avoir en fait 5 images qui sont de décalage entre la première image du contexte et l'image qu'on souhaite prédire. Et ensuite, une autre technique que l'on a utilisée pour éviter de choisir toutes les images et donc de rajouter beaucoup de données et avoir en fait un volume de données qui serait trop important par rapport aux capacités techniques que l'on avait, on a choisi aussi de faire un overlap, c'est-à-dire qu'en fait, on prédisait une image sur deux, une image sur trois, pardon. Donc on sautait 2 images à chaque fois, et on reprenait un contexte de 3 images, et donc ainsi de suite. Donc, avec cette technique, cette approche qui prend en compte le contexte, on arrive sur une architecture qui est un peu plus complexe, puisqu'on a désormais l'encodeur CNN, qui en fait, dans lequel on va faire passer l'image que l'on souhaite prédire et les images que l'on utilise pour le contexte, donc qui vont permettre d'avoir des vecteurs. Ensuite, on va concaténer tout ça pour le passer dans un modèle LSTM. Donc le modèle LSTM, c'est un modèle de time series, donc qui en fait va utiliser la temporalité qu'on souhaite rajouter avec le contexte. Et à partir de là, on va être capable d'avoir une tête de classification qui fait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire nous donner la classe la plus probable au vu des informations qu'il a. Donc si on se penche sur les résultats de performance du modèle, ce qu'on peut voir, c'est que le modèle avec le CNN plus le LSTM, donc l'ajout du contexte, a des performances un petit peu meilleures que le modèle CNN classique, des performances qui ne sont pas non plus significativement meilleures. Donc il y a de l'amélioration, mais de très flagrant non plus. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. On y reviendra dans la partie limites et résultats. Donc, maintenant, regardons ce que, en fait, on a pu faire avec un tel modèle et quels résultats ça pourrait donner pour un utilisateur qui souhaiterait utiliser cette solution. Donc, comme pour Digital Costing, nous avons enregistré une petite vidéo. Donc, en fait, ici, on voit que d'abord, on peut sélectionner le match que l'on souhaite regarder. Donc ici, on sélectionne Castanet-Lavore. Et ce que l'on voit,
c'est la vidéo du match et en bas, une timeline avec les différents événements. Événements que l'on peut filtrer directement via un menu. Donc ici, par exemple, on ne regarderait que les essais. Et la timeline peut nous permettre aussi de sélectionner directement un événement. Donc ici, on a choisi de sélectionner une mêlée. Ça nous amène directement au début de la vidéo, au début du moment de l'événement. Donc on a l'événement qui est décrit, le début, la fin de l'événement, et on remarque qu'effectivement, ben, on est bien sur une mêlée. On peut le voir également sur une pénalité. Donc ici, on voit que l'équipe rouge, ben, donc Castanet, va tenter une pénalité. Donc notre modèle a bien détecté que cette phase de jeu, c'était une pénalité. Et on voit qu'on va aussi détecter en suivant un essai. Le temps que la vidéo arrive, effectivement, voilà, l'équipe a bien marqué un essai. Bon, en prime, vous avez une petite échauffourée, mais rien de grave. Donc voilà un petit peu en fait ce que ça pourrait représenter pour un utilisateur d'avoir une telle solution. Donc effectivement, on peut voir que ben, pardon, un entraîneur qui souhaiterait analyser son match après coup, pour lui, ça serait beaucoup plus rapide que d'avoir à regarder toute la vidéo, se noter manuellement à quelle minute est quel événement, et ensuite devoir y revenir. Là, il y a de l'instantané, c'est très réactif, et donc ben, ce serait quand même un gain de temps qui serait assez important. Donc, si on regarde maintenant les résultats, un petit peu sur quoi on peut se baser pour dire si notre modèle est performant ou pas trop performant. Déjà, on va regarder le pourcentage de frames correctement prédites. Donc les frames, c'est les images. Donc ce que nous montre ce tableau dans un premier temps, c'est que déjà, dans la globalité, on a su prédire correctement, voire même très correctement, un très grand nombre de frames. La majorité dans certains cas, plus que la majorité. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que il y a parfois des décalages entre certains matchs ou même à l'intérieur d'un match entre certaines catégories. On remarque que le match de Pamiers, donc la troisième colonne, est très bien prédit, avec certaines catégories qui sont prédites à 100%, quand le match de Castanet contre Lombez, on remarque que notre modèle a eu beaucoup plus de difficultés, puisque les classes sont généralement moins bien prédites que celles de Pamiers. Et à l'intérieur même d'un match, on remarque que la classe pénalité est une classe sur laquelle il y a eu beaucoup plus de difficultés que les autres classes, puisqu'on a des pourcentages de frames correctement prédits bien plus faibles que le reste, puisqu'on descend même à 32% de frames bien prédits sur le match de Tulle. Ce que nous disent ces résultats, c'est que l'approche que l'on a choisie, elle est quand même intéressante, puisqu'on voit qu'on a des bonnes prédictions, mais qu'il y a quand même des choses à améliorer. Et donc ça nous amène sur les limites, puisqu'effectivement, on a rencontré quelques limites au cours de ce projet. Premièrement, il y a eu la qualité des vidéos. Donc comme c'était dit, c'est un club amateur, avec un point de vue fixe, une seule utilisation du zoom. Le problème, c'est que parfois, il y a des éléments qui viennent perturber le champ de la caméra. C'est pas toujours cadré c'est pas toujours cadré de la même façon. Des fois, c'est plus centré sur le terrain, des fois, c'est un peu plus levé. Il peut y avoir des événements dans le paysage qui viennent biaiser le résultat. Et il peut y avoir aussi la personne qui filme, vu que c'est pas des caméras de très haut niveau avec de la stabilisation, un biais qui vient se mettre parce que on a une vibration dans la vidéo. Donc ça, c'est sur la partie qualité. Forcément, ça impacte quand même la reconnaissance du modèle. Ben, comme en fait l'œil humain, hein, moins l'image est de bonne qualité, plus c'est dur de définir quelque chose nous-mêmes à l'œil humain. Alors pour un modèle, c'est exactement pareil. Ensuite, on a la quantité de vidéos. Ici, on s'est entraîné enfin, on a utilisé au total 9 vidéos. 9 vidéos qu'il a fallu labelliser à la main, donc c'est très chronophage, ça prend du temps, donc ça prend du temps, effectivement. Donc il peut y avoir un biais qui est créé par ça en plus. Et ce faible volume de vidéos fait que on n'a peut-être pas eu une variation d'images à fournir au modèle assez grande, ce qui fait baisser un petit peu sa robustesse, et ce qui aussi fait que certaines catégories, comme les pénalités, puisque ici c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais pénalités, c'est pénalité tentée, c'est pas un événement qui apparaît très souvent dans les vidéos, et donc du coup, il peut pas s'entraîner beaucoup dessus. Il peut pas le reconnaître, il peut pas s'habituer à savoir quel est cet événement, et donc c'est ça qui peut impliquer, ben, en fait, un faible pourcentage de frame credit sur ces catégories-là.
Et enfin, la dernière contrainte à laquelle on a été, on a dû faire face, c'est une contrainte technique, puisque notre modèle et l'entraînement du modèle et tout le pré-processing des données, il a été adapté en fonction du matériel disponible. Donc du coup, le matériel disponible était tel qu'on a dû réduire un petit peu la quantité des vidéos, on a dû réduire le temps d'entraînement, et en fait, ça fait forcément que les résultats sont un peu moindres que si on avait pu utiliser des solutions haute performance que l'on n'avait pas à ce moment-là. Le partenariat qu'a présenté Charles en début de keynote avec deux CRSI, pardon, pourrait nous permettre de lever une partie de ces contraintes techniques, puisqu'ils nous mettent à disposition du matériel de calcul qui nous permettrait vraiment d'utiliser des modèles beaucoup plus puissants. Donc ça, c'est quelque chose de très positif et on en verrait l'impact immédiatement. Donc voilà pour cette présentation sur l'utilisation du coup de l'intelligence artificielle dans le sport. Ici, on a montré pour le rugby. On peut imaginer ça pour le foot, pour le basket, pour le handball, pour n'importe quel sport collectif. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était avec un plaisir en tant que rugbyman que j'ai pu allier l'intelligence artificielle et le rugby. Donc voilà, on voit qu'il y a plein de domaines qui sont accessibles grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est très positif et porteur d'espoir pour l'avenir. Merci Nicolas. Plaisir. Je vois pas de questions dans le chat. On va attendre quelques secondes. On n'a pas de questions. Je vais passer la main à l'équipe suivante, à Théo et Florentin.